Messieurs, dames, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour le 47e podcast de Golasso TV. Aujourd'hui, nous allons aborder l'arrivée de Paolo Fonseca à l'AC Milan, très grand club italien. Donc voilà, il est arrivé il y a à peu près un mois. Ça a été officialisé il y a maintenant un mois et demi. La saison va commencer très bientôt et on voulait aborder un peu ce thème parce que voilà, ça fait plaisir d'avoir un entraîneur dans un très très grand club. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce type d'entraîneur dans un très grand club. Donc voilà, on s'est dit que voilà, on allait aborder ce sujet. Je pense que tout le monde connaît à peu près Paulo Fonseca, son parcours, et ses idées de jeu, mais on va essayer de revenir un peu plus en détail sur tout ce qu'il a abouti jusqu'à présent et sur ce qu'il peut, apporter à ce très grand club italien. Et pour faire ce podcast, j'ai avec moi son plus grand fan, son admirateur, Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, quelle semaine? Cette semaine, on parle de mon club préféré et de mon entraîneur préféré. Ouais, Franchement, merci Golasso, c'est très c'est gentil. spécial pour toi là, c'est une spéciale Mathieu. Ça, après, je pars en vacances. Et j'ai avec moi aussi un supporter de l'AC Milan, qui est là pour la première fois. Tullio, comment tu vas, Tullio? Super, impec, merci pour l'invite. Toujours un plaisir de parler foot, toujours un plaisir de parler du Milan. Tullio qui est donc est un des créateurs de la chaîne, enfin de la chaîne, plutôt du compte Twitter et Instagram, qui est très connu, qui est Instant Foot. Donc voilà, merci pour toi d'être là ce soir. On va essayer de parler un peu de ton sentiment par rapport à l'arrivée de Paulo Fonseca et de si tu es pour, contre, si tu avais d'autres préférences et de ce que tu penses ce qu'il va apporter à l'AC Milan. Avant de commencer, Mathieu, je vais te laisser vite fait présenter un peu qui est Paulo Fonseca. Bon, je pense que même si, comme j'ai pu le dire, tout le monde le connaît, voilà, raconte un peu son parcours parce que c'est un entraîneur, enfin c'est un entraîneur. C'est un entraîneur qui n'était pas un très grand joueur, qui avait fait sa petite carrière de joueur, mais qui n'a pas non plus fait une immense carrière, qui s'est surtout dévoilé en tant qu'entraîneur, notamment avec son parcours avec Passos de Ferreira, etc. Donc je vais te laisser un peu aborder son parcours avant de rentrer dans le vif du sujet. Ouais, comme tu l'as dit, en tant que joueur, c'était un joueur professionnel hein, quand même. Il a été, il me semble, qu'il a joué en première division tout de même en tant que joueur. Défenseur central, il estime quand même qu'il est un meilleur entraîneur que défenseur central. Et je confirme. Mais en tant que club, en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on est sur un parcours un peu idyllique, un départ très très bas dans les divisions inférieures au Portugal. Enfin, ça a même commencé dans le championnat U19, il me semble, à l'Estrela, en première division U19, mais après, c'est vrai que c'est parti de la troisième division, d'Ordiberge, du Pinel Noveens, du Palmeiras de Dezembro, ces clubs-là de troisième division avant un peu le bouche à oreille hein, et des montées successives en deuxième division avec Aves, un podium avec Aves pour sa première division, son première saison avec un club professionnel au Portugal, un club au moins de la deuxième division au Portugal. Puis la fameuse saison à Passos de Ferreira l'année suivante, 2012-2013, où il atteint un podium qui reste pour moi l'un des plus grands exploits du football portugais, au moins au XXIe siècle, si ce n'est plus. Puis l'échec à Porto, peut-être l'un de ses seuls vrais échecs en 2013-2014. Et un retour à Passos, où on pourra en parler, parce que c'est vrai que même on pourra même parler avec son retour à Lille, où on a toujours eu ce côté un peu après un échec ou un semi-échec, de faire un petit pas en arrière pour potentiellement faire 2-3 pas en avant. Et c'est ce qui s'est passé à Passos en 2014-2015, avec une belle saison, une sixième ou une septième place, et une belle saison en termes de jeu. Puis Braga 2015-2016, j'en sais deux, trois choses, avec une Coupe du Portugal gagnée au bout après 50 ans d'attente, un quart de finale de Ligue Europa impressionnant. Un beau parcours, un très beau parcours européen, puis le Shakhtar. 3 saisons, on en parlera peut-être un peu, où là on a atteint un niveau, je pense peut-être peut-être son idéal de jeu a atteint un point, je ne sais pas si on l'a vu à la Roma ou à Lille, et si on le reverra au Milan, mais son Shakhtar, surtout Shakhtar 2007-2018, était quelque chose d'impressionnant, notamment en Europe. Je crois qu'il a tout fait, tout remporté. Il a gagné 3 championnats et peut-être les 3 coupes nationales, ou 2, plus les super coupes à cette époque-là. Puis la Roma, puis la Roma et son premier passage italien, je pense qu'il a été en termes de classement, a été un peu en dessous des attentes, en termes de parcours européen aussi, même si c'est une demi-finale de Ligue Europa la deuxième saison. Mais je pense, en tant qu'entraîneur, c'était peut-être le moment le plus enrichissant de sa carrière. Puis Lille,
qu'on a bien connu en France ces 2 dernières saisons, avec un projet de jeu qui a beaucoup séduit, qui a beaucoup plu en France, qui a fait presque l'unanimité, j'ai envie de dire, en France. Et c'est vrai que je pense, j'ai même vu certains journalistes et certains chroniqueurs être quand même déçus de le voir quitter la Ligue 1. Et je pense qu'il a marqué par son style et aussi par l'entraîneur et la personne qu'il était. Et maintenant, lui aussi, on va en parler tout de suite avec, pour moi, le point le plus haut de sa carrière, sans manquer de respect à la Roma, mais là, on a atteint un club de légende pour un entraîneur qui a un parcours, si on fait le parcours, quand même un parcours ascendant, avec quelques petites défaillances, même si je pense que c'était largement partie de son parcours et de sa progression. Mais vraiment, là, on est au point le plus haut de sa carrière, je pense, à l'âge de 50 ou 51 ans. Non. Tullio, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de l'arrivée de Paulo Fonseca? Alors, c'est après un départ de Pioli qui était forcément très critiqué après 2-3 saisons un peu compliquées, même si il a ramené le titre à l'AC Milan après plusieurs années d'absence. Voilà, quel est le contexte de l'arrivée de Paulo Fonseca dans ton club? C'était un contexte très très mitigé. Comme tu l'as dit, Pioli, qui est de base un entraîneur qui n'avait jamais rien gagné de sa vie, est arrivé au Milan pour rebâtir une équipe et remettre, si tu veux, le Milan au moins dans le top 4 de Serie A. Il l'a fait de fort belle manière, puisqu'il a même pris un titre, mais finalement, le titre, ça l'a peut-être un peu, entre guillemets, tu vois, chauffé à se dire pourquoi pas continuer, alors que pour moi, il avait déjà atteint ce plafond de verre. Enfin, après, c'est toujours compliqué quand tu es entraîneur et que tu viens prendre le titre Ouais. de quitter tes fonctions dans la foulée. Donc malheureusement, il est resté. Le bilan, il est plus que mitigé, étant donné que il n'y a pas eu un autre trophée derrière, alors qu'il y avait moyen, je ne te dis pas de prendre la Champions League, ni forcément de prendre les 2 dernières séries, étant donné le niveau du Napoli puis l'Inter, mais au moins, tu vois, de faire une meilleure performance, ne serait-ce qu'en Coupe d'Italie, où les 2 fois tu te fais sortir en huitième de finale à domicile par des équipes qui sont censées être moins fortes, le Torino réduit à 10 et l'Atalanta. Donc, nous, on était là, en tant que supporter, quand je te dis nous, bien sûr, dans une sorte d'attente pour savoir ce qui allait en devenir, parce qu'on était tous au courant que c'était une fin de cycle et qu'il fallait un nouvel homme sur le banc. Et après 4-5 ans où tu commences à te restabiliser pardon, en tête du championnat, on s'attendait aussi à avoir un coach qui a la gagne dans le sang, tu vois. Un coach qui gagne, notamment parce que tu avais un coach qui sait très très bien gagner et qui était libre de tout contrat, qui s'appelle Antonio Conte, que beaucoup de supporters milanais réclamaient parce que on avait fait le tour du cycle de remise à niveau et il fallait voilà, step up, tu vois, et être tout le temps un candidat sérieux au titre. Donc son arrivée, elle est très mitigée parce que beaucoup pensaient qu'on allait attirer quelqu'un comme Conte. Et puis du tout, on est passé à ça de signer Lopetegui, ce qui était vraiment catastrophique dans la tête de beaucoup de supporters. Et finalement, tu as un coach pardon, qui arrive, qui n'est pas forcément un vainqueur dans l'âme par rapport à ces trophées remportés. Parce que si on exclut un petit peu le Shakhtar, où c'est quasiment 90, sans manquer de respect à la Ligue ukrainienne, mais 90% de victoire quand tu es à la tête du Shakhtar, tu n'as pas un entraîneur qui a des titres très glorieux non plus, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il n'avait pas non plus peut-être les équipes ni les effectifs pour. Tu ne peux pas attendre d'un entraîneur qui entraîne Lille en Ligue 1 ces dernières saisons d'avoir des trophées. Donc, moi, je suis pas mécontent de l'avoir. C'est vrai que dans l'idéal, quand tu te dis qu'il y a un mec comme Antonio Conte qui a déjà pris le Scudetto avec l'Inter et la Juve, qui a fait des super performances hors parcours européen, avec l'équipe d'Italie et une équipe très, 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 très faible à ce moment-là. J'avais envie, tu vois. J'avais envie d'avoir un entraîneur capable de remporter le trophée, mais j'avais aussi envie d'avoir une équipe capable de jouer au foot. Et ça, normalement, c'est quelque chose que Paulo Fonseca va pouvoir nous apporter. Et on l'a déjà pu le voir un petit peu sur le premier match de pré-saison face au Rapid Vienne, où on a déjà pu un peu voir la patte Paulo Fonseca, notamment sur des sorties de balles qui étaient
qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à Milan, et avec une équipe B, voire C, face à une équipe du Rapid Vienne qui était à son dernier match de pré-saison. Donc j'ai envie de te dire que c'est de bon augure, malgré une arrivée qu'il a fait un peu... en tout cas, il va devoir prouver. Il n'arrive pas en terre conquise, et notamment aussi avec son passage, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à la Roma, qui n'avait pas été très bon. OK, je vois. Mathieu, justement, on a commencé à parler un peu du style de jeu de Paulo Fonseca. Quel est vraiment son style de jeu? Alors, on sait que dans les grandes lignes que voilà, c'est un entraîneur qui utilise beaucoup le 4-2-3-1. Il le dit notamment dans une interview à l'équipe que pour lui, le 4-2-3-1 lui permet de faire beaucoup de choses, de voir tout ce qu'il veut faire. C'est un entraîneur qui comment dire, se caractérise par notamment ses sorties de balle. Je pense qu'il est vraiment l'un des tout meilleurs dans ce domaine-là. Sur les sorties de balle courtes, il arrive toujours à trouver l'homme libre. C'est un entraîneur qui prône le beau jeu. J'ai pas le souvenir d'une équipe de Fonseca où on s'ennuie. Alors même, par exemple, oui, tu l'as évoqué tout avec la Roma, si même les résultats n'étaient pas si exceptionnels que ça, en tout cas, on prenait du plaisir à chaque match. Et je pense que pour un supporter, pour un spectateur de football, c'est peut-être aussi l'une des choses les plus importantes, parce qu'on se déplace aussi pour voir un spectacle. Donc Mathieu, voilà, quel est un peu son style de jeu, ses bases pour Paulo Fonseca, et est-ce qu'il peut apporter en termes de jeu à l'AC Milan? Ouais, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué, Alex, et je pense que c'est un mot qui revient aussi souvent dans les discours de Paulo Fonseca, c'est l'esthétisme. Et souvent, même dans les propos de coach qui se revendiquent d'une idée de jeu assez osée, audacieuse, tu n'as pas forcément ce mot de beauté, d'esthétisme, tu as souvent ce mot de compétitivité, je pense, enfin, souvent, c'est la meilleure façon que j'ai pour faire jouer mes équipes, mais lui, il le dit très honnêtement, je veux que mes équipes gagnent, mais je veux aussi que mes équipes qu'on prenne du plaisir à voir mes équipes jouer. Donc sur ça, tu sens qu'il y a toujours une idée, il y a toujours une idée très, très précise et très et audacieuse et profonde de la part de Paulo Fonseca. Et ça, je peux le sortir il y a 5 ans avant, quand il est arrivé à la Roma, sur les principes, sur un jeu de position qui pour moi reste un jeu de position quand même parmi les jeux de position que je préfère le plus. Et dans le vertical, côté c'est aussi. pas arrêté, c'est un jeu de position qui est très quand même. Voilà, c'est que quand lui recherche ces sorties de balles courtes, il cherche surtout à se tirer à la descente dans son camp, et à partir de là, il a quand même, c'est vrai, des sorties de balles plus courtes pour essayer d'attirer, mais il a aussi il a toujours démontré dans ses équipes des solutions un peu plus longues, plus verticales, pour pouvoir être nuancé, pour pouvoir avoir une équipe la plus complète possible. Et c'est toujours un entraîneur aussi qui a jamais rechigné, à jouer les transitions à fond. C'est toujours un entraîneur qui a aussi toujours essayé de valoriser des ailiers plus percutants. Je sais que ça te fera plaisir, Alex, sur ça, que ce soit des joueurs que ce soit donc, quand on parle du Milan avec potentiellement un Rafael Leao et un Christian Pulisic, on peut penser qu'il va valoriser ce genre de profil. Donc c'est, je pense aussi le point, le côté de la verticalité qui n'a jamais omis, et qui rend aussi ces équipes sur de très nombreuses séquences très satisfaisantes à avoir joué. Mais tu vois, ça c'est l'idée de base pour moi, c'est l'idée qu'il a toujours eu même s'il a changé plusieurs fois. Il a changé plusieurs fois, c'est vrai que le 4-2-3-1 restait le scène principal, mais à Braga et à Passos, lors de son deuxième passage, c'était plus du 4-4-2, avec une dynamique un peu différente. Alors moi, il s'était beaucoup adapté au championnat pour lui, il était passé très rapidement sur un 3-4-3 et avec ballon et un 5-4-1 défensif. Donc sur ça, il s'adapte, c'est naturel, mais je pense que surtout depuis 5 ans et depuis son premier passage à la fois à la Roma puis en Ligue 1, c'est un entraîneur qui prend beaucoup plus l'adversaire en compte dans la préparation de ses matchs et dans la préparation de ses plans de jeu. Si on prend des entraîneurs pour Fonseca d'avant la Roma, c'est moi, mon équipe la plus importante. Si on prend les interviews après, il y a beaucoup plus de nuances, il y a même une vraie honnêteté pour dire qu'en Italie, on ne peut pas que se concentrer sur soi, sinon on se fait surprendre. Et il aime souvent évoquer les duels qu'il a eu face à l'Atalanta de Gasperini, parce que je crois qu'il n'en a gagné aucun à la Roma, même avec les matchs de coupe, donc ça doit faire 4-5 matchs. Et en disant que c'était impossible. Déjà, en m'adaptant, j'ai jamais réussi à le battre. Donc, si je ne m'étais pas adapté, je pense que j'aurais pris des résultats encore plus importants. Donc, je pense que même à Lille, on a vu des équipes sur certains grands matchs et à Lille, sur certains grands matchs où il y avait une certaine adaptation, une certaine volonté de vouloir prendre le match par le bon bout sans se renier, mais en essayant d'essayer d'être compétitif par le plan de jeu aussi. Et je pense que c'est pour ça que je comprends, parce que au niveau des supporters italiens, naturellement, qu'il y a beaucoup le passage à la Roma qui marque, et ça c'est naturel. Et c'est vrai qu'il y avait un problème à l'époque sur les matchs de
de haut niveau et face au top 5, top 6 à l'époque. Mais je pense que par rapport à ça, il a beaucoup évolué. Il a montré en France, et sur ces différentes interviews, et sur ce qu'il a montré en match, sur cette capacité à être beaucoup plus flexible, tout en gardant bien sûr son idée propre et son idée première comme principale et comme maître de son jeu. Est-ce que tu as, Mathieu, des matchs qui t'ont marqué, toi, Fonseca, sur ces passages, que ce soit au Paços de Ferreira 2 fois, à Porto un peu moins, au Shakhtar, comme tu l'as expliqué, à la Roma, à Lille. Est-ce que tu as vraiment 2-3 matchs références que tu conseillerais aux supporters de Milan pour visionner, pour se donner une idée un peu de ce que peut donner Paulo Fonseca en termes de jeu? Ouais, bon, on va aussi prendre les plus récents et ces matchs à Lille. Il y en a peut-être quelques-uns à Roma. Il y a les premiers duels face à l'Inter de Conte lors de la première saison où son équipe est plutôt compétitive. Alors c'est la Juve qui gagne ce titre-là sans là, mais l'Inter commence déjà à être très fort sous Conte et tu as les matchs aller, le retour. Donc le retour étant vraiment fin de championnat et donc l'Inter était déjà sur l'être deuxième, mais c'était un très beau match aussi de sa part. Mais à Lille, le match face au PSG de la saison, pas la saison dernière, mais la saison d'avant au Parc, le 4-3, où pour moi, on a eu un PSG voilà, par le niveau individuel, a réussi à revenir au score, mais en termes de niveau de jeu et de compétitivité, je pense qu'on avait atteint à ce niveau-là le plus haut niveau lillois sur son passage dans le Nord. Et sur la saison dernière, peut-être l'un des points culminants de sa saison aussi reste la double confrontation face à Aston Villa. Surtout le retour, où là on est plus sur tout de même dans ce côté un peu adaptation, ce côté un peu de prendre le match un peu par le bon bout et ne pas forcément imposer quelque chose à une équipe qui physiquement, techniquement, tactiquement est un Surtout super face à un niveau. entraîneur qui est peut-être le meilleur pour s'adapter face à un entraîneur. Exactement, et ça on parle, Emery est connu pour ça, et d'avoir infligé pour moi, de l'avoir battu tactiquement pour moi sur ce match-là. Après il y a l'erreur de Chevalier et malheureusement c'est pas penalty pour les Lillois, mais sur ce match-là, Paulo Fonseca montre qu'il a réussi à être sur le domaine de prédilection d'un top coach, un topissime coach qui est Emery, d'être plus qu'au niveau, mais de le surpasser sur ce match-là. Donc dans des styles différents. Si tu vas voir un match régulier de la Ligue 1 l'année dernière de Lille, tu verras ce qu'est capable de faire dans le jeu à peu près toute l'année une équipe de Fonseca. Si tu regardes le match à Aston Villa, tu remarques que dans certaines grandes confrontations, il est aussi capable d'être, j'aime pas trop le mot pragmatique, mais plus, j'aime dire, intelligent sur ses forces et ses faiblesses et comment les adapter à un tel adversaire. Je vois, ok, totalement, très bien. Tullio, à ton avis, que peut apporter, que vise l'AC Milan en recrutant Paulo Fonseca? Je parle en termes de résultats au niveau du championnat, comme tu l'as dit. Est-ce que tu vises forcément le Scudetto? Et je pense qu'un club comme l'AC Milan, qui est un club légendaire, vise forcément le Scudetto chaque saison. Les compétitions européennes, est-ce que tu vises aussi un gros parcours en Ligue des Champions? Ou bien tu te dis que c'est peut-être une saison de transition, donc tu seras peut-être un peu moins exigeant cette année? Pareil au niveau de la progression des jeunes talents, parce que on a souvent débattu ça en off. L'AC Milan est une équipe qui regorge de gros talents, comme Léon notamment, comme Pulisic, comme plein d'autres, comme Loftus-Cheek. Enfin, il y a plein d'autres Regeneders. Enfin, tu as de quoi faire avec cet effectif-là. Donc voilà, que vise vraiment l'AC Milan en recrutant Paulo Fonseca? À vrai dire, j'en ai aucune idée, étant donné que les profils qui étaient dans la boucle de base n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mais je pense que quand tu prends Fonseca, ton envie première, elle est de faire grandir les jeunes. Et comme tu l'as dit, on en a vraiment beaucoup. Et aussi de produire du jeu. Parce que, oui, comment dire, ce qu'on vise en tant que supporter milanais et ce qu'a indiqué la direction, c'était forcément le Scudetto. Surtout que l'année dernière, tu as l'Inter qui prend sa 2e étoile avant nous, parce qu'on était tous les deux à 19 Scudetti, et ils la prennent chez nous. Donc, on pouvait difficilement faire pire comme performance la saison dernière. Donc, ils ont déjà annoncé que voilà, l'Inter a pris sa 2e étoile, maintenant c'est à nous. Donc, l'objectif, il est donné et il est assumé pleinement, c'est de remporter le championnat. Derrière, on n'a pas trop eu d'informations, en tout cas sur ce que veulent faire les dirigeants, mais j'ai envie de te dire que si tu vises le Scudetto, tu vises forcément une bonne prestation dans les autres compétitions que tu vas jouer. Après, l'année dernière, c'est simple, on finit 2e en ne proposant rien du tout dans le jeu.
Donc, j'ai envie de te dire que tu peux forcément faire que mieux avec un entraîneur qui va prôner un jeu et offensif et qui va ne pas s'appuyer uniquement sur une individualité, qui est Rafael Leao. Parce que c'est vrai que sans lui, les 2 dernières saisons, elles sont très compliquées, étant donné que tout le jeu reposait uniquement sur les performances et les exploits de Rafael Leao. Là, on va peut-être enfin découvrir une équipe, et une équipe au sens large du terme. Une équipe qui va pouvoir jouer, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit au centre. Et on va aussi avoir une mobilité qui va être plus importante sur le front de l'attaque avec le départ de Giroud. Après, pour le moment, ce qu'on attend exactement de lui, avec les moyens qu'on lui a donnés, en tout cas pour un début de mercato, c'est quand même assez compliqué parce que à l'heure actuelle, on n'a qu'une seule recrue, c'est Alvaro Morata, alors qu'on a aussi pas mal de doutes sur le niveau global, notamment du milieu et de la défense, avec un Benacer qui était nettement moins dans le coup la saison dernière, même s'il revient d'une grosse blessure, avec un Robin Loftus-Cheek où tu ne sais pas encore exactement où le faire jouer. Donc, on va dire que le seul élément qui est sûr de ne pas bouger, en tout cas à l'heure actuelle, au milieu de terrain, c'est Reinders. Donc, ça reste quand même il reste des travaux, si tu veux, à faire pour lui donner un effectif plus sur la quantité que sur la qualité, peut-être. Mais en tout cas, maintenant, on attend de voir ce que ça va donner parce que lui, il ne peut pas non plus faire des miracles s'il lui manque les joueurs qu'il demande, ou en tout cas, s'il n'a pas du tout un effectif étoffé, parce que les départs, on en a eu, mais les arrivées, on les attend. OK. Mathieu, ton avis un peu sur ce que peut apporter, Paulo Fonseca à l'AC Milan et notamment sur la progression des joueurs. Donc, nous, ça nous intéresse forcément avec Léao qui est un des plus gros talents en sélection, où on attend encore, une saison type comme il a fait, quand justement quand l'AC Milan a remporté le championnat, où il a été le meilleur joueur et de loin de la Serie A. Mais voilà, il en a fait qu'une, une saison comme ça, et sur les 2 autres prochaines années, enfin les 2 saisons, qui ont suivi cette saison-là, c'était bon, mais c'était vachement irrégulier. C'était 2 très bons matchs et après c'était 6 moyens. Voilà, c'était beaucoup. Est-ce que tu attends aussi que Paulo Fonseca fasse passer ce cap à Léao, c'est-à-dire 2-3 grosses saisons parce qu'il a le talent pour, et surtout c'est l'entraîneur idéal, c'est l'entraîneur, comme tu as pu le dire auparavant, qui maximise les qualités de ce genre d'ailier, la façon dont il recherche toujours comment dire, que cet ailier soit l'homme libre pour jouer des 1 contre 1 tout le temps, la façon dont il va l'expliquer pour prendre la profondeur grâce à sa vitesse. Voilà, qu'est-ce que tu attends un peu de l'arrivée de Paulo Fonseca et ce que vise l'AC Milan avec l'arrivée de Paulo Fonseca? C'est vrai que quand on parle de Fonseca, c'est vrai qu'on pense souvent aux jeunes et aux jeunes qui l'a fait progresser. Et là, je pense que bien sûr, l'exemple de dernière date, c'est Lenny Yoro. Pas hésiter, un, à l'avoir mis sur le terrain très rapidement, et deux, de l'avoir fait progresser et de l'avoir fait évoluer à un stade où à 18 ans ou 19 ans, il est déjà capable de jouer potentiellement en Première Ligue. Donc, mais tu vois, je pense à d'autres noms. Je pense que pour moi, Rémi Cabella, par exemple, à 31 ans, 32 ans, fait peut-être la meilleure saison de sa carrière sous Fonseca. Et donc, ça se limite pas pour moi aux jeunes, ça se limite à tous les éléments de son effectif. C'est un entraîneur qui, globalement, par son idée de jeu et pour moi, un travail qui est peut-être plus minutieux que d'autres sur l'aspect individuel, permet de faire progresser généralement une très grande majorité, une très grande partie des joueurs de son effectif. Donc, ça, je pense que sûrement, au regard de l'effectif du Milan, tu peux dire que tu as des joueurs qui sont loin d'être, qui sont pas encore à leur prime, qui sont pas encore totalement au maximum de leur capacité, et que lui est supposé leur faire atteindre ce niveau-là. Et aussi sur le fait que c'est un entraîneur qui, malgré, comme Toulouse l'a un peu dit tout à l'heure, sur le fait que il n'a pas toujours les meilleurs effectifs, et malgré tout, il a toujours réussi à avoir des équipes très compétitives. Son Lille, sur 2 ans, a très peu de recrues, finalement. Quand tu recrutes des Cabella, des Ismaili en fin de contrat, à un moment, t'attendais avec peu de moyens de réussir à faire plus. Et c'est un peu toujours ce qu'il a réussi à faire. Au Shakhtar, c'est vrai qu'il avait une très belle équipe, mais il avait, en termes de quantité, il avait très très peu de remplaçants. Il avait un 11 et c'était quasiment tout. Il y avait des effectifs au Portugal, il a réussi à être compétitif face aux meilleurs, avec bien évidemment il a entraîné que Porto pendant 6 mois, et le reste du temps, c'était avec des effectifs hors top 3. Donc, il a toujours eu cette capacité à rendre son effectif compétitif. Espérons qu'il arrive à le faire au Milan dès la première saison, s'il n'a pas encore, entre guillemets, le top recrutement qui s'impose dès ce mercato. Il faudra être compétitif dès cette année et construire par la suite. Donc, pour moi, il y a un défi à ce niveau-là. Il y a un défi, je pense, pour lui,
sur ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu sur les grands matchs. Je pense que c'est un défi envers lui-même sur les matchs de haut niveau en Italie, les matchs du dimanche soir, où il faudra être il faudra montrer qu'il a évolué rapidement par rapport à son passage à la Roma il y a 3 saisons maintenant. OK, très bien. Et ben, je vais te relancer aussi la saison 2 de l'AC Milan et de ce qu'on peut attendre. Quels sont pour toi les objectifs, à relever pour Paulo Fonseca à l'AC Milan? Est-ce que tu seras sur, une exigence extrême, donc forcément regarder le scudetto ou bien, vraiment sur une saison de transition où forcément sur des saisons comme ça, on sait qu'on ne peut pas tout gagner maintenant? Bah, moi, je suis pas supporter du Milan, donc le moral l'a dit tout à l'heure, mais moi, si pour lui, je pense que vu les résultats des dernières saisons du côté de l'AC Milan, un podium est le minimum et peut-être même au minimum une deuxième place. Vu ce que tu as fait l'année dernière, comme on l'a dit, l'année dernière, c'était loin d'être une équipe impressionnante et pourtant il y a quand même cette deuxième place. Donc, mais par rapport à l'Inter, malheureusement, on a une équipe et pour moi un club qui est actuellement en avance. On avance dans son projet de jeu, on avance dans la constitution de son effectif, dans un effectif qui est constitué précisément et exactement pour un entraîneur qui a des idées très spécifiques aussi. Et donc il y a de l'avance là-dessus. Donc à moins d'un cataclysme, ça va être dur dès la première saison. Et si l'effectif n'est pas renforcé convenablement cet été, de déjà penser à obliger l'AC Milan d'être devant l'Inter cette saison, d'un point de vue extérieur. Mais en tout cas, une deuxième, troisième place au minimum, ça s'impose aujourd'hui pour lui et surtout pour sa carrière et pour aujourd'hui démontrer qu'il a voilà, c'est un top coach et qu'en tant que top coach, il a des résultats minimums qui sont de l'ordre du podium chaque saison. Toulouse, du coup, je te pose la question. Forcément, tu es supporter, donc tu seras plus à même à répondre à cette question. Je vais t'en poser même 2. Voilà, les objectifs à réaliser pour Paulo Fonseca. Ce que tu attends vraiment de lui cette saison en termes de trophées, mais aussi d'idées de jeu. Et surtout, quels sont les principaux défis que devra affronter Paulo Fonseca à l'AC Milan? Tu l'as dit, il vient de la Roma. Il n'a pas forcément laissé une excellente image en Italie. Tu as dit aussi il va être attendu au tournant. Voilà, quels sont les principaux défis que devra réaliser Paulo Fonseca et surtout les objectifs à réaliser? Les principaux défis, ça va être de pouvoir montrer qu'il a la main sur l'équipe en proposant du spectacle, contrairement à ce qui avait lieu les dernières années à San Siro, tout en, si tu veux, montrant que c'est pas non plus un magicien et qui peut pas arriver et remporter des trophées tout de suite. Après, il y a remporter des trophées et remporter des trophées si, parce que les tirages, par exemple, de la Coupe d'Italie arrivent très tôt et peuvent facilement être visibles sur le long terme. Si tu arrives et que en fait, tu te rends compte qu'en 4 matchs, tu peux remporter la Coupe d'Italie et que sur ta partie de tableau, tu as sans leur manquer de respect, mais la Fiorentina, l'Atalanta ou voilà des équipes un peu moins fortes, bah, tu vas être plus attendu au tournant que si tu sais que dès l'écart, tu vas rencontrer la Juve et que si tu passes, tu vas remporter l'Inter. Donc, c'est aussi ça qui va conditionner, je pense, sa saison. Parce que nous, en tant que supporters, ce qu'on attend, c'est des titres, bien sûr, mais aussi, on aimerait beaucoup avoir, tu vois, une identité de jeu et ouais, juste kiffer devant soit la télé, soit quand tu es au stade. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui va se voir au fur et à mesure de la saison et à voir si Naples fait la saison qu'ils font il y a 2 ans et que toi, tu fais une très bonne saison et que tu gagnes pas, est-ce que tu peux en vouloir réellement au coach? Je suis pas sûr. Par contre, si tu es premier toute la saison et que sur le rush final, tu t'enchaînes 2-3 déconvenues et que là, tu perds le titre, bah, Paulo Fonseca ou pas Paulo Fonseca, les supporters, ils vont être critiques et c'est normal. Bien Donc, sûr. c'est vraiment plein de choses qui vont conditionner un peu sa première saison. Mais comme je te l'ai dit, nous, on attend déjà de voir le spectacle et je pense que à ce niveau-là, on ne pourra pas faire pire. Et donc, le jeu amène les résultats. Donc on verra bien. Et j'ai une autre question. Quel a été, comment dire, comment il a été accueilli par le Fonseca? Quel effet ça a fait sur le club? Est-ce que les supporters ont trouvé ça une histoire de trahison, en quelque sorte, de son passage à la Roma ou pas du tout? Voilà, est-ce que tu l'as dit un peu en préambule, mais est-ce que son passage à la Roma a vraiment posé problème en termes d'image, pas forcément en termes de ce qu'il a pu faire auparavant en termes de jeu? Voilà, comment il a été accueilli un peu au sein de votre côté de supporters? Le passage à la Roma, il a été
pris en compte, mais ça n'a pas été quelque chose qui est revenu beaucoup de fois sur la table, étant donné que c'était quand même il y a longtemps. Curieusement, il y a pas mal de stats qui sont sortis, notamment sur les rencontres de l'époque entre la Roma et la Lazio, parce que bah, le Milan, ça fait 11 ou 12 matchs qu'il ne gagne pas contre l'Inter, donc forcément, ils voulaient voir un peu les confrontations directes avec Simone Inzaghi. Et bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est déjà mieux que Pioli contre Inzaghi, et avec des équipes qui étaient aussi pas incroyables sur le papier, tu vois. Donc son passage à la Roma, il a été cité. Il a été cité parce que ça reste un entraîneur qui est passé en Italie, mais ça n'a pas été un facteur décisif sur l'avis des gens. À vrai dire, moi, tous les avis que j'ai lus, c'était surtout sur son passage à Lille, où je crois que quand il récupère le club, la saison d'avant, ils sont 8 ou 9e et qu'il fait 2 fois top 5 ou quelque chose comme ça. Peut-être que je dis de la merde, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Mais et avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, peu de recrues, voire pas du tout, et beaucoup de départs. Donc, si tu enlèves le fait que Antonio Conte, Thiago Motta ou De Zerbi étaient des cibles qu'on pouvait aller chercher, et si tu rajoutes aussi au fait que Julen Lopetegui était à 2 doigts de signer, tu as un entre-deux vraiment de joie et de tristesse sur son arrivée, mais dans l'ensemble et par rapport à ce qu'il a fait dès son arrivée, j'ai quand même l'impression que les signes sont plutôt ouverts pour le moment. Il a, petite parenthèse, mais par exemple, il a remis les doubles séances d'entraînement journalières, chose qui était plus du tout faite sous Pioli. Et ça, tu vois, c'est peut-être un petit détail, mais pour pas mal de journalistes, ils étaient là en mode OK, là, la dalle, il veut travailler, il veut créer quelque chose, il veut mettre sa patte et il veut pas juste laisser les choses se faire. Donc, il a réussi, dès son arrivée, à bien séduire, disons, les supporters et les journalistes. Il y a d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu, mais je pense que oui, une sorte de séquence où il montre à Chukwueze comment passer devant son adversaire en utilisant son bras, ou plutôt comment le défenseur utilise son bras pour arrêter l'adversaire. Et c'était assez marrant de lire des commentaires où tu voyais certains supporters disaient que pour une fois, qu'un entraîneur explique quelque chose à un joueur, ça a changé depuis. Du coup, ouais, c'était assez intéressant. Mais alors, honnêtement, c'était d'une tristesse de le voir devoir expliquer ça à des joueurs qui se faisaient quoi avant à Milanello, les mecs. Parce que pour expliquer que quand tu défends sur un joueur, tu dois mettre ton bras. Ouais. Alors, soit elle a vu des trucs de fou. En fait, oui, la vidéo, elle est bien parce que, ok, bon, bah voilà, il est dans son truc, il apporte des précisions. Mais quel message sur ce que faisait Stefano Pioli à l'entraînement avant, tu vois. C'est surtout ça, moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu cette vidéo. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Mathieu, comment Fonseca pourrait changer la dynamique de l'équipe, que ce soit en termes tactiques, aussi de personnalité, de motivation, de lecture de jeu au cours d'un match? On sait que c'est important pour l'entraîneur d'avoir aussi un côté, être très bon pendant les matchs, parce que tu as des entraîneurs qui disent aussi très bien que parfois eux-mêmes loupent leur match, que ce soit au niveau de la composition, mais aussi de leur lecture du match qui a été catastrophique. Voilà, comment Paulo Fonseca va pouvoir changer un peu toute cette dynamique qu'a mis en place Pioli durant toutes ces années? Et aussi, selon toi, quels seront les joueurs clés qui seront mis en place par rapport à son style de jeu, mais aussi tactique? Bah, comme a dit Tullio, et sur les quelques matchs du Milan que j'ai pu voir, on n'est pas sur un héritage fou de Pioli en termes de jeu. Donc, d'un côté, il n'y a pas beaucoup de choses à déstructurer, il n'y a que à reconstruire d'un point de vue d'une certaine audace dans le jeu et d'une certaine volonté d'être compétitif par ce biais-là. Donc, je pense que déjà, ça va aider. Ça aide dans n'importe quel cas. C'est vrai qu'en Italie, je serais d'accord avec Fonseca sur le côté, encore une fois, de la préparation spécifique des matchs et d'un championnat qui est d'une richesse extrême en termes d'idées et en termes d'équipes qui proposent des choses, toutes quelque chose, et parfois même vraiment des choses très différentes entre elles. Et donc ça, tu es obligé de le prendre en compte. Mais dans tous les championnats du monde, si tu as une idée de jeu forte et une équipe qui sait se reposer sur quelque chose de fort, ça va l'aider sur toute la longueur d'un championnat, et ça l'a beaucoup aidé à Lille, malgré le fait que même en Ligue 1, on peut affronter des choses qui ont été différentes de
ce qu'on rencontre d'habitude, de ce qu'a rencontré Fonseca dans le passé. Donc déjà, je pense qu'à ce niveau-là, ça fera du bien. Je dirais qu'il y a aussi une partie qui n'est pas forcément totalement à sa main, qui est le recrutement. Ça, sur l'amélioration de la compétitivité de l'effectif, j'ai regardé vite fait avant de venir pour être sûr de certains noms. Je me dis, enfin, au milieu de terrain, qu'on peut quand même faire mieux et que la rumeur Fofana n'est pas insensée pour renforcer un peu ce secteur-là. C'est peut-être même plus qu'une rumeur, il y a des négociations. Est-ce que ça se fera pas, je ne sais pas, mais ça, c'est pas forcément à sa main, mais il y a ce côté-là de renfort important, je pense, pour espérer une saison plus tranquille au niveau du championnat et de la Ligue des Champions. Et sur la deuxième question, Alex, on espère tous. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai été très critique par rapport à l'Euro et par rapport à un peu sa stagnation sur les 2 dernières saisons après sa saison folle de 2021-2022 qui donne le titre au Milan. J'attends malgré tout plus de lui. J'attends que Fonseca arrive à lui faire passer un cap, à lui faire en sorte qu'il soit un joueur aussi un peu plus divers, un peu plus complet, et de faire en sorte que ça soit, comme l'a dit tout à l'heure, plus un joueur parmi d'autres, très, très compétitif et l'un des meilleurs, mais pas le joueur sur qui tout tourne. De toute façon, il y a très peu d'équipes de Fonseca, voire aucune équipe de Fonseca, où il y a eu un jeu qui ne tournait que sur un seul joueur. Il y a des joueurs très forts qui ont été très importants dans cette dynamique collective. Rafa Braga, des Tyson au Shakhtar, un Mkhitaryan à la Roma, un Cabella à Lille. Il a toujours eu quand même un créatif, voire deux, de très bon niveau, un Joshua Passos. Il a toujours un créatif sur lequel construire et sur lequel se reposer aussi dans l'animation du couloir central, dans l'animation du dernier tiers, de ce côté créatif de faire certaines différences. Et ça c'est sa marque de fabrique. Ça a toujours été sa marque de fabrique, mais ça n'a jamais été uniquement pour ses joueurs dans son système. Donc à partir de là, je pense qu'on peut aussi attendre plus de diversité, dans la compétitivité des profils de l'équipe, et d'un Léao qui parmi ça aura peut-être un peu moins la pression des résultats de son club et pourra peut-être, en tout cas je l'espère pour lui, progresser et passer véritablement un cap au niveau du nom qui pourrait être au sein du football mondial, c'est-à-dire un joueur qui devrait être nommé au Ballon d'Or tous les ans pour les 5-6 prochaines années, vu qu'il n'est que 25 ans. Totalement. Les gars, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. On va s'amuser à un petit jeu. Tullio, quelles seront tes prédictions pour cette saison à venir? Qu'est-ce que tu attends exactement de... Voilà, le classement, Du risque. le trophée, du risque, les joueurs qui vont exploser, voilà, un peu de... Mes prédictions, j'ai envie de te dire qu'on sera juste dans le top 3, que malheureusement, je pense que l'Inter va encore terminer champion, hélas, mais que... Top 3, on joue bien, tu prends ou tu prends pas? C'est quoi l'autre solution? Soit tu fais un top 3. Premier, Non, mais genre, est-ce que voilà, si ça peut être un top 3 et que ça propose un football alléchant toute la saison, est-ce que tu seras mécontent ou tu réclameras son départ, ou bien tu te diras que non, c'est bien, que c'est la suite logique ensuite de continuer avec lui et voilà. avoir aussi l'effectif qu'il aura d'ici là. Si tu me dis qu'il fait top 3 en ayant un très beau jeu, qu'il finit pas très loin non plus du premier avec l'effectif qu'il a là actuellement, je pense que c'est difficile de refuser, parce qu'il faut aussi avoir la tête sur les épaules et te dire qu'à l'heure actuelle, tu as recruté que Morata, que tu as perdu pas mal de joueurs et que toutes les autres équipes se sont renforcées, et d'autres plus que d'autres. Où tu as l'Inter qui a récupéré deux joueurs gratuitement qui sont Taremi et Zielinski. Tu as la Juve qui est en train de refaire un effectif et qui est en train de se refaire une philosophie avec Thiago Motta. Tu as Naples qui va chercher Antonio Conte alors qu'ils ne sont même pas européens. Et voilà, du coup, tu as la Roma aussi qui est en train d'essayer de faire un sacré gros mercato avec pas mal de bons joueurs qui vont arriver. Donc, le championnat italien, si tu veux, c'est pour moi le plus homogène, dans le sens où les 7-8 meilleures équipes ont un niveau quand même assez relevé, tu vois. Et tu peux vite, en fait, te faire larguer de la 4e place qui est qualificatif, enfin maintenant 5e, qui est qualificatif à la Champions League. Alors, si on est 3e avec les recrues qu'on a actuellement dans un championnat qui est aussi homogène, c'est pas un accident industriel, tu vois. Le problème des 2 dernières années, c'est que déjà, tu es champion en titre et que derrière, en fait, tu ne proposes rien du tout sur le terrain.
Donc, c'est tout de suite plus embêtant, surtout qu'il y avait eu des recrues, notamment l'année dernière, où tu as 8 ou 9 joueurs qui sont arrivés, tu as Reinders, tu as Okafor, Chukwueze, Pulisic. Donc voilà, il y avait vraiment matière de faire mieux. Cette année, à l'heure actuelle, tu n'as que Morata qui est arrivé. Je pense que tous les supporters italiens et milanais, à partir du moment où tu peux aller au stade et pas te dire que tu vas te faire chier si jamais Leao n'est pas titulaire, déjà, c'est quelque chose qui sera mieux. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu amène le résultat. Donc on espère quand même un peu mieux, même si troisième, c'est déjà pas mal. Mathieu, un peu tes prédictions pour la saison à venir du côté de Milan? Ouais, j'espère vraiment un podium, mais c'est vrai que la Juve de Thiago Motta me fait peur. À ce niveau-là, je pense que ça va être encore une belle saison. Mais j'espère surtout qu'à la fin de la saison, on sera sur un peu le sentiment, au minimum troisième, mais aussi sur le sentiment qu'on a vu une équipe qui a progressé, qui s'est développée et qui arrive à la fin de la saison en disant l'année prochaine, on peut encore faire mieux sur un peu de certains joueurs et si on est sûrement sur une bonne dynamique. Parce que si tu regardes dans les derniers championnats, Spalletti a mis 2 ans à faire ce qu'il a fait à Naples, Conte a mis 2 ans aussi à faire ce qu'il a fait à l'Inter. L'année dernière, Inzaghi a mis 3 ans à faire ce qu'il a fait à l'Inter pour gagner chaque fois le Scudetto. Donc je dis pas que dans 2 ans, le Milan est champion avec Fonseca. Je dis juste que c'est un championnat pour moi vraiment extrêmement compétitif et le mot homogène est très bien trouvé de la part de Tullio. Et donc c'est difficile de demander le titre cette année. Mais ça demande surtout, je pense, une certaine du temps, plus de temps que dans d'autres championnats pour pouvoir mettre en place quelque chose de convaincant, de robuste et qui permet d'être bon dans 90% des matchs et d'arriver à vraiment un certain niveau dans cette série A aujourd'hui. Donc, prédiction, je dirais top 3. C'est un entraîneur qui a quand même quelques parcours européens, donc pourquoi pas faire quelque chose avec des champions. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec des champions, ça remonte au temps du Shakhtar, donc ça me fera plaisir de le revoir aussi à ce niveau-là. Et surtout, alors, en championnat, un top 3 et de voir que l'année prochaine, tu peux encore faire mieux et que tu as vraiment bien travaillé et que tu es toujours dans cette optique de développement. Parce que je pense que c'est l'un des mots qui résume le plus Fonseca en tant qu'entraîneur, c'est le développement collectif et le développement individuel de ces joueurs. Est-ce que, avant de clôture, j'ai une dernière question pour toi, Mathieu. Comment t'expliques un peu ces finishes qui se terminent mal, en quelque sorte? Alors, on a eu le cas sur 2 saisons précédentes, avec notamment cette défaite contre 3 qui empêche Lille d'aller en Europa League. Et là, tu as cette défaite contre je ne sais plus qui, enfin, le nombre de défaites en fin de saison qui t'empêche Lille d'aller en Ligue des Champions. Comment t'expliques un peu cette faiblesse sur le sprint final qui peut être aussi très important pour un club comme l'AC Milan qui risque de lutter pour le titre? Est-ce que tu peux rassurer les supporters de Milan ou tu trouves que c'est un défaut de la part de Paulo Fonseca? Peut-être que les gens vont penser que je suis un peu chauvin, mais je pense que c'est un peu un manque de chance. Je vais m'expliquer. C'est que pour moi, tu vois, à Lille, l'écart entre les équipes était quand même très faible. Et donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on peut lui reprocher de ne pas être vraiment plus fort que Rennes. Mais globalement, c'est vrai qu'à la dernière journée, tout le monde était un peu dans sa mouchoir de poche. Et ça se joue sur un but de Ronny Lopez. Et donc les marges sont fines, donc c'est-à-dire qu'il est toujours dans le coup. Mais sur ce match-là, ça peut tourner très rapidement en ta faveur. Tu peux marquer 2 buts facilement par mi-temps et être tranquille. Il était 4e l'année dernière. C'était la saison dernière face à Nice, c'est un peu la même chose. C'est encore un sprint final où les équipes sont très proches et où ça ne tourne pas forcément en sa faveur sur des matchs qui auraient largement pu tourner en sa faveur. Si sur certaines occasions, ça tourne pour toi. Donc, pour moi, c'est différent de la Roma. Pour moi, la Roma, notamment la deuxième saison, c'est un accident industriel au niveau des blessures, au niveau le nombre incroyable de blessés qu'il y avait sur la fin de son parcours à la Roma. Mais sur les autres, sur Lille, je pense que c'est plus un peu le sort qui a joué contre lui sur des marges assez fines. Et après, sur les autres, sur ces autres expériences, Shakhtar, c'était très simple de gagner le titre. Et au Portugal, encore une fois, il n'avait pas forcément du tout les meilleurs effectifs du championnat. Donc, il y a une différence entre Lille et la Roma. Et Lille, c'est un peu spécifique selon moi. Ok, garçon. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire que j'ai oublié d'évoquer? Je vous laisse la parole une dernière fois. Les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, Tullio, Mathieu? Pas spécialement, mais pour le coup, je vais juste quand même saluer Fonseca parce que pour le coup, moi, je t'ai posé beaucoup de questions parce que je connaissais pas trop l'entraîneur et je voyais juste les résultats.
Mais il y a quelque chose qui m'a tout de suite plu, c'est la recherche d'un nouveau latéral droit. Et donc, rien que pour ça, Bravo. je suis dans le train Paulo Fonseca à 200%. Parce qu'il était temps que quelqu'un mette le doigt sur pour moi, le poste le plus faible du 11 de l'AC Milan. On est bien d'accord. On parle bien Merci, évidemment du capitaine Calabria. Exactement. C'est bien compliqué. Mathieu, qu'est-ce que tu as dans les mots à dire? Peut-être pour essayer de rassurer les supporters du Milan sur un point, c'est que, à part dans un certain club qui est le FC Porto, on se demande pourquoi, il est toujours sorti extrêmement bien de ces clubs. C'est-à-dire même à la Roma, même si c'est vrai que la fin du parcours s'est mal passée, il a fait son contrat jusqu'à la fin et il est sorti malgré tout avec une appréciation du public et en fait, pour moi, il peut revenir un jour à la Roma parce qu'il n'y a aucune rancœur. D'ailleurs, les supporters de la Roma c'est bien au courant du contexte de l'époque avec les actionnaires et les blessés à ce moment-là. Donc, si on prend tous les autres clubs, il sort à chaque fois de manière triomphale. Il est adoré au Shakhtar, il est adoré à Lille aujourd'hui, il est adoré à Braga, c'est un dieu vivant à Passos. Donc, c'est ça qui, pour moi, résume aussi l'entraîneur, c'est que, et je pense même dans le parcours, je pense que j'ai déjà dit, mais dans le parcours professionnel de chacun, c'est que quand tu sors d'une entreprise ou d'un club comme ça et que tu sors avec les honneurs et que tu peux revenir quand tu veux parce que tu as laissé une marque et tu as laissé vraiment quelque chose d'une impression d'un très grand professionnel, d'une très belle personne dans un deuxième temps, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à près de 15-20 ans de carrière et donc c'est obligé d'être pris en compte. Et donc, c'est dire aussi à quel point il a une certaine régularité dans le travail qu'il fait à tous les niveaux en tant qu'entraîneur sur ces 10 dernières années, voire même un peu plus maintenant, et de rappeler vraiment aussi un petit point, Alex, par rapport à notre cher football portugais, qu'on a l'impression qu'il est encore à Lille, au Portugal, vu les brèves qu'on a dans les journaux, vu certaines unes, parce qu'il n'a pas eu de une, voilà, un entraîneur portugais signé au Milan AC, et ça passe crème au Portugal. Hein. Ça, vraiment, le manque de respect, je trouve, en termes de culture foot est assez incroyable. C'est pas pour revenir à notre podcast de la semaine dernière. C'est pas Jorginho, c'est pas Mourinho, donc tu comprends, on s'en fout un peu. Quoi. Bon, voilà. Non, Mourinho, bon, je vais pas dire que Mourinho a eu plus de choses, enfin, de plus de médiatisation en enseignant à Fenerbahçe, mais on est presque à un niveau équivalent et c'est pas forcément normal. Quoi. Vraiment dire à quel point c'est le meilleur entraîneur portugais aujourd'hui et de très loin et qu'il n'a pas forcément la médiatisation méritée au pays. On est d'accord. Les garçons, merci. Merci à toi, Tullio, d'être venu ce soir avec nous pour parler de club. Merci à vous. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de pub, mais j'en fais quand même parce que c'est logique. N'hésitez pas à suivre ce que tu fais, ce que vous faites avec tes collègues sur Instant Foot. Vous faites quand même du gros travail depuis, et puis vous avez fait de bonnes choses sur ce mercato, donc félicitations. Merci. Et je tenais à le dire en face, plutôt que de partager sur Instagram, je préfère te le dire en face. Bravo pour tout ce que tu fais. Félicitations. Et nous aussi, on a une chaîne, donc quand tu vois comment tu arrives à travailler tout ça, bravo. Merci Mathieu. T'inquiète, c'est normal. Mathieu, merci encore. Grosse semaine pour toi, comme on l'a pu dire. Merci. Plaisir. J'imagine. Donc, merci à vous deux, merci à nos éditeurs. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur nos différents réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok maintenant. On a aussi ouvert une tweet TikTok. N'hésitez pas à mettre vos avis. On sera là aussi pour répondre à vos questions, à débattre avec vous avec plaisir toujours. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci les gars, merci à tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.